Vous vous souvenez de Là-haut? C'était cool, hein? C'est sorti il y a quoi? 5, 6 ans? Eh ben non, c'est sorti il y a plus de 10 ans. La même année que Rio ne répond plus, ou Le Prince de Sang Mêlé. C'est marrant parce que ces films-là, ils paraissent à la fois super lointains, dans le cas de OSS 117 par exemple, ou super proches, dans le cas de Là-haut. Et pourtant, quand on pense à tous les films sortis depuis, le cinéma était quand même bien différent en 2009. Des dizaines de films qui nous ont marqués, en bien ou en mal, sont sortis, alors que notre façon de consommer le cinéma a évolué d'une façon que personne n'avait vu venir. Alors que les années 2010 sont définitivement derrière nous, revenons ensemble sur ces 10 ans qui ont changé la face du cinéma pop culture. Les années 2010 sont marquées par le nombre hallucinant de films qui sortent chaque semaine. Le cinéma s'est démocratisé après la transition au numérique opérée dans les années 2000 et avec l'arrivée d'Internet. Là où dans les années 80, environ 380 films sortaient en moyenne par an en France, on tourne autour des 650 ces dernières années. Et on ne compte là-dedans que les sorties cinéma. Au milieu de cette avalanche de contenu, on peut toutefois discerner certaines tendances. La nouvelle décennie émerge des cendres de la précédente, avec la fin très attendue des sagas qui ont fait les beaux jours des années 2000, Twilight et Harry Potter en tête. La fin de ces sagas très appréciées marque également la disparition progressive de la fantasy sur grand écran, le genre trouvant un terrain plus propice au développement de grandes fresques épiques à la télévision, qui à cette époque est prête à investir de gros moyens pour concurrencer Internet. De cette décision naîtront des séries à gros budget comme Once Upon a Time ou bien sûr Game of Thrones, si bien qu'après le rendez-vous manqué de la trilogie des Hobbits, on ne reverra guère plus de fantasy sur le devant de la scène au cinéma avant un bon paquet d'années. Autre héritage des années précédentes, les années 2010 représentent également le gros de la troisième période d'exploitation de la 3D au cinéma. À ceci près que cette fois-ci, elle est bien plus facile à démocratiser partout grâce au cinéma numérique. Bien que cette nouvelle mode commence un peu avant 2009 et est démocratisée par Avatar, c'est bien via tout un tas de projets sortis dans les années 2010 que la 3D a explosé. Puis pratiquement disparu. La faute sans doute au prix du ticket, au tiers de la population à qui cette technologie donne des maux de tête, ou encore son usage au rabais, et la multiplication de films qui n'existent que pour faire de la 3D bas du front. Les distributeurs et réalisateurs rivalisent d'ingéniosité à la fin de la décennie pour faire revivre le relief, à grands coups de 3D+, de 120 fps et de 4DX, mais une fois passé le wow effect digne du futuroscope, il ne reste qu'à biller à 20 € et des films qui ne deviennent ni meilleurs ni moins bons grâce à cette technologie. Et la technologie, c'est bel et bien un sujet en vogue ces 10 dernières années, avec une explosion de la science-fiction. Peut-être pas en termes de nombre de films, et c'est de toute façon impossible à quantifier, mais bel et bien en termes de familiarité avec le public. La science-fiction a quitté son carcan de genre cinématographique pour devenir une couche esthétique ou narrative que l'on peut appliquer à tout film. Prenez n'importe quel film que vous aimez de ces 10 dernières années, quel que soit son genre, il y a de fortes chances que ce soit de la SF à un degré ou à un autre, comme si la fantasy avait en quelque sorte laissé sa place à la science-fiction. Pour les films qui abordent le futur, le cadre de l'histoire est légèrement différent que ce qu'on pouvait voir dans les années précédentes. On voit de moins en moins de futurs radieux façon Star Trek ou Retour vers le futur. Ce n'est pas nouveau, la dystopie a toujours été un meilleur cadre pour développer des histoires, mais il est intéressant de noter la quasi-totale disparition des utopies. Même les histoires apparemment utopiques cachent souvent un mal-être au sein de la société humaine. Cette vision, un peu plus pessimiste du futur, surtout répandue à la fin de la décennie, est sans doute le reflet d'une prise de conscience collective que le futur ne sera pas ce qu'on imaginait dans les années 70 et 80. La surpopulation, la pauvreté et surtout l'état de l'environnement sont au cœur des préoccupations de la science-fiction moderne, au détriment des inquiétudes de guerre nucléaire qu'on retrouvait au sortir de la guerre froide. Il n'est pas rare qu'on suive des héros, non pas capitaines de vaisseau ou princesses galactiques, mais issus de classes populaires qui vont tenter de renverser la classe dominante, parfois en ayant tenté de la rejoindre auparavant et en ayant compris sa perversité.
Mais Hollywood étant une industrie américaine, les idées écologistes et révolutionnaires, c'est quand même pas trop son délire, et on assiste à un vrai paradoxe. Ce sont souvent les antagonistes qui ont les idées les plus écolos. À tel point que le méchant qui veut exterminer la race humaine pour redonner ses droits à la nature opprimée, c'est devenu un cliché quasi insupportable ces dernières années. Les héros vont avoir une démarche qui veut faire avancer les choses, mais plus modérée, et ils vont chercher à conserver à tout prix le statu quo. Alors la révolution écolo pour Hollywood, c'est oui, mais pas trop quand même. Est-ce que c'est parce que le public est pessimiste et cherche de l'espoir, ou est-ce simplement parce que les effets numériques le permettent enfin que les années 2010 sont dominées par les super-héros? Le genre a connu ses premières gloires bien avant 2010, ça c'est sûr, mais il n'a véritablement explosé que depuis 10 ans et l'avènement du MCU. En seulement 10 ans et 23 films, Disney a adapté sur grand écran les sagas majeures de l'univers Marvel et a su fédérer un public fidèle. Des histoires qui nous paraissaient impossibles à raconter il y a 10 ans. Au hasard, la saga du Gant de l'Infini. Il y a 10 ans, seuls les initiés savaient qui étaient Rocket Raccoon et Drax le Destructeur. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'à la simple évocation de ces deux noms, vous avez directement des dizaines d'images en tête. Le succès de Marvel Studios a été souvent copié, mais sans jamais rencontrer le même engouement. DC Comics a essayé lui aussi d'avoir son univers partagé, mais la faute à une production mal gérée et à une précipitation à vouloir rattraper son concurrent, Justice League, qui devait être l'apothéose de l'univers, est complètement oubliable, en plus d'être mal foutu techniquement. Aujourd'hui, les producteurs de DC sont revenus à des formats standalone plus classiques et qualitatifs. La décennie a aussi vu la lente agonie, puis la mort, de la saga qui avait donné au genre super-héroïque ses lettres de noblesse. Je veux bien sûr parler de la saga X-Men. D'autres studios ont essayé d'appliquer le concept d'univers partagé à leur propre saga, comme Godzilla et King Kong par exemple, ou les monstres classiques d'Universal. Marvel Studios a complètement changé la façon de faire des sagas au cinéma pour les années à venir. On conçoit désormais les gros blockbusters avec déjà en tête des suites et des spin-offs. Les suites d'un film sont déjà confirmées avant même la sortie du premier volet, et on engage des showrunners comme dans des séries pour garder une cohérence dans les univers épisodiques que l'on crée. Enfin, presque toujours. L'un des reproches qu'on a le plus entendu ces dernières années, c'est... Non mais en vrai le film il était bien, hein. Mais j'ai juste l'impression genre d'avoir maté un trailer de 2 heures pour le film d'après. Ewan, mets un pantalon. Ok. Les grosses sagas de cinéma sont devenues des séries télé à gros budget qui sortent au rythme d'un épisode par an, alors que du côté des séries télé, les vraies, une révolution est également en train de se mettre en marche. Parce que, en 2013, Netflix débarque et il va changer le game pour toujours. Déjà, un service aussi optimisé que ça pour avoir tout un catalogue de films et de séries chez soi, c'était du jamais vu. Combiné avec l'arrivée massive des smartphones et des connexions haut débit, et c'est carrément du génie. Netflix a su se placer pile au bon endroit, pile au bon moment, et il est aujourd'hui concurrencé, voire même dépassé, par Amazon, HBO ou Disney. Ces plateformes produisent également leurs propres films et séries, ajoutant encore plus à l'offre de cinéma disponible. C'est une super initiative, même si cette avalanche de contenu réduit d'autant plus la durée de vie d'une œuvre. Quand un film ou une série sort en SVOD, tout le monde le regarde. Tout le monde en parle pendant une grosse semaine, et puis plus personne ne s'en souvient 3 mois après. Du côté des séries, publier tous les épisodes d'une saison le même jour a complètement cassé le format et l'a transformé en film chapitré. Les productions sont toujours plus ambitieuses, et si le cinéma se sérialise, on peut dire que les séries se cinématographisent. Que ce soit au niveau de l'esthétique générale, de la longueur et de l'ambition des épisodes, ou du format de diffusion en one-shot, les feuilletons sont pour la plupart devenus des fresques cinématographiques de plusieurs heures que l'on consomme d'une traite. L'un des plus gros succès de Netflix en est d'ailleurs un parfait exemple et illustre une autre tendance de cette décennie. Car la nostalgie, c'est également quelque chose d'assez présent. On ne compte plus les revivals des sagas des années 80-90, plus ou moins réussis, mais surtout moins. Et pas seulement au cinéma, même dans la pub, les gens sont nostalgiques des années 80, qu'ils n'ont parfois même pas vécu. I was born in 2027. Ils consomment massivement des films et des séries, essayant de réveiller un esprit 80s un peu néon qui n'est qu'une belle chimère, en tout cas en France. Est-ce que la prochaine décennie sera toujours nostalgique, mais cette fois-ci des années 90-2000 ?
Est-ce que le cinéma doit aussi servir à nous remémorer des sentiments perdus d'une époque qui nous semblait plus sereine? De la sérénité, c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui. Les années 2020 commencent sur fond de pandémie mondiale, et pour la première fois dans notre société moderne, que ce soit les gouvernements, les grandes entreprises ou les particuliers, personne n'est sûr de rien. On ne sait plus ce qu'on va faire à la fin de la semaine ou à la fin de l'année. Et pour la première fois également, le cinéma n'est plus là pour nous accompagner au quotidien. Les productions sont suspendues et les salles sont fermées dans la plupart des pays d'Occident. Il ne fait aucun doute que les répercussions de cette crise se feront sentir dans l'industrie cinématographique pendant encore de nombreuses années. Les studios classiques, comme les plateformes de SVOD, vont devoir s'adapter et notre façon de consommer le cinéma va à nouveau se trouver complètement chamboulée. Now more than ever, the illusions of division threaten our very existence. We all know the truth. More connects us than separates us. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. We must find a way to look after one another, as if we were one single tribe. Personnellement, j'ai hâte de voir l'inévitable moment où la période sombre que nous vivons va se répercuter sur la façade artistique du cinéma. Quand la crise sera passée, je suis confiant sur le fait que de nouvelles histoires qu'on n'aurait jamais imaginées autrement vont jaillir de la tourmente. Le monde va avoir besoin de rêver, et le cinéma va devoir se dépasser pour nous emmener toujours plus loin dans des mondes imaginaires et loin du quotidien. Et ça va valoir le coup d'être vu.